Parmi les nombreuses préoccupations qui ponctuent la vie des aidantes et des aidants, la question du maintien à domicile de leurs proches aidés est l'une des plus récurrentes et des plus épineuses. Que faire quand l'état de santé de son proche se dégrade et qu'il n'est plus en capacité d'accomplir seul les actes essentiels de la vie quotidienne ? Selon les chiffres d'une étude IFOP Sociovision réalisée en 2019 pour la Fédération du service aux particuliers, 85% des personnes âgées souhaitent continuer à vivre à domicile. Mais avec quelles conséquences pour les aidantes et les aidants ? Comment accompagner au mieux son proche dans le maintien à domicile ? Quelle autre solution est-il possible d'envisager ? Pour en parler, je suis allée dans ce nouvel épisode à la rencontre de Marité, aidante de son père depuis que lui a été diagnostiquée la maladie de Parkinson. Avec beaucoup de générosité, Marité a accepté de se livrer sur son expérience et de se confier sur les raisons qui l'ont conduite à accueillir son père chez elle il y a quelques mois. Je suis Emmanuelle Miux. Bienvenue dans le 7e épisode d'À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale. Bonjour Marité. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter depuis quand et comment vous êtes devenue une aidante ? C'est presque un petit peu l'histoire de ma vie. Peut-être que j'ai commencé plus tôt que je ne le pense, parce que déjà enfant, on avait une mère qui était maniaco-dépressive. Et du coup, c'est vrai qu'on était très attentive à elle, surtout dans les périodes où elle n'était pas bien. Et je me suis souvent retrouvée à faire à manger à la maison et plein de choses comme ça. Et j'ai la sensation que ça remonte à loin. On a souvent soutenu ma mère. Après, tout a commencé vraiment... Disons que si vraiment le terme d'aidante, je pense que j'en ai pris peut-être plus conscience quand j'ai vraiment commencé à m'occuper de mon père seul. Il a eu un cancer d'abord pendant 1 an, donc je m'occupais de lui. Et à cette période-là également, on lui a détecté la maladie de Parkinson. Donc au début, lui s'est quand même pris en charge après le cancer pour la maladie de Parkinson. Mais bon, j'allais le voir, je surveillais. Au fur et à mesure que la maladie a avancé, il a fallu aller aussi petit à petit au rendez-vous, discuter un peu plus. Et les choses se sont mises en place tout doucement, sans qu'on s'en rende compte. Hein. Ça s'est fait comme ça. Sachant que mes parents aussi étaient séparés, donc ils vivaient à 2 endroits différents. Ce qui fait qu'en fait, je me suis d'abord occupée en parallèle de ma mère et de mon père qui ne vivaient pas ensemble. Puis la maladie de mon père s'étant aggravée, je pouvais plus aller courir un peu à droite à gauche, donc ils se sont réunis dans le même appartement chez ma mère, et comme ça il y avait un lieu où je pouvais m'occuper des deux. Au début ça allait, ça se faisait. Par contre c'est vrai que je travaillais quasiment à temps complet, et puis avec le temps la charge est devenue plus importante, et donc je n'ai pas pu continuer à travailler à temps complet, donc j'ai continué à travailler à mi-temps. Marité, il y a quelques mois, vous avez pris la décision d'accueillir votre père chez vous. Quel a été le déclencheur de cette décision ? On devait séparer mes parents parce que je pouvais plus m'en occuper, parce que mon père a eu quand même des périodes avec la maladie de Parkinson où j'allais beaucoup aux urgences médicales, qu'il habitait un appartement au 2e étage avec ma mère, et qu'à un moment donné, il y a des périodes comme ça. Sur les 3 dernières années, il pouvait ne plus descendre de chez lui. Parce qu'avant, même avec les difficultés de marche, mon père et ma mère descendaient tout seuls. Et mon père avait des difficultés pour marcher. Hein. Ils descendaient, ils allaient se promener, ils faisaient le tour de leur petite place où ils habitent. Mais il y a eu des périodes, je trouve, assez longues, où ils ne descendaient pas à cause des 2 étages. Et du coup, il avait peur des escaliers. Et donc, ces périodes-là, on avait commencé à dire, ah non, c'est pas possible, il va plus marcher, il reste qu'enfermé chez lui. Et du coup, on avait déjà envisagé avec ma sœur de les séparer et de les mettre, ma mère chez ma sœur et mon père chez moi. Et puis, des fois, mon père reprenait, donc on repoussait, parce que l'idée, c'était qu'ils restent ensemble le plus longtemps possible, qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible. Parce que, en même temps, avec l'âge, il y a les habitudes, il y a le quartier, il y a les gens qu'on croise et qu'on connaît, et tout ça. Donc, on voulait pas non plus les séparer de tout ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, c'est moi qui n'ai plus pu tenir. Parce que aussi, on repoussait parce que je disais, je peux encore tenir. On peut, d'accord, ok, je tiens. Mais là, avec le confinement, ça n'a plus été possible, parce que je pense que ça les a beaucoup secoués l'un et l'autre. Ma mère voulait plus descendre de chez elle parce qu'elle avait peur. Mon père ne descendait plus, et par contre, lui, les nuits ont commencé à mal se passer aussi. Et je pense que les confinements et tout ça, les angoisses, je pense que ça a aggravé les choses, vraiment. Et du coup, l'idée, c'était de pas envisager l'EHPAD. Parce que, d'abord, là, c'est la sensation d'abandon. On voulait pas les abandonner, on voulait qu'ils restent avec nous.
Mon père, lui, avait hésité aussi pour la maison parce qu'il disait, mais oui, mais un jour, Marité, elle va me retrouver morte dans le lit. Ben oui, je sais, peut-être certainement que si j'arrive à le garder jusqu'au bout, ça, on ne sait pas parce que je ne sais pas comment sa maladie va évoluer hein, et comment moi je tiendrai. Donc le but est de tenir jusqu'au bout. Mais est-ce que je tiendrai jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais pour le moment, je fais le maximum. Pourquoi avoir fait ce choix? Quelles sont les raisons qui vous ont conduite à prendre cette décision? Alors la première, c'est parce que comme je sais que mon père souffre beaucoup, je préfère, même si parfois je peux être maladroite ou parfois je peux être fatiguée, je sais que je m'en occuperai mieux. Évidemment, moi, je vais déployer beaucoup plus d'efforts. Mais quand je vous dis que j'essaie de prendre soin de lui au maximum, c'est vraiment le faire marcher, faire attention qu'il ne souffre pas. Je lui fais des massages, je lui passe des huiles essentielles, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses toute la journée. Je cherche des crèmes, je cherche les huiles essentielles pour s'il a mal là, je vais voir, je vais me renseigner, qu'est-ce que je peux lui mettre pour apaiser, pour qu'il soit mieux. Et puis le matin, moi, je me lève. La première chose que j'essaie de faire, dans la mesure où je peux, hein, les matins je peux, c'est que je dis: «Allez hop, maintenant c'est l'heure du sport. On va au parc et on va marcher». Après, c'était normal qu'il soit aussi, chez moi parce que du côté italien, moi mon père est italien donc on s'occupe, comme il y a pas vraiment des maisons de retraite, vous voyez, des institutions. Ça existe bien sûr, mais en Sicile, on s'occupe beaucoup des personnes, anciennes. Chacun les garde à la maison. Alors les familles sont nombreuses, donc elles font les nuits, elles font les jours, enfin voilà, ça fait partie de la famille. Mais du côté de ma mère, c'est pareil. Moi, quand j'allais chez un oncle et une tante, il y avait mes grands-parents. C'est-à-dire que mon oncle, qui avait donc la ferme, s'occupait de son père, de sa mère et de son grand-oncle. Voilà, ils étaient dans le même lieu. Donc, vous voyez, on vivait comme ça un petit peu à l'ancienne, quoi. Moi, j'ai quand même vu ça. Je l'ai vécu comme ça, donc je pense qu'aussi, c'est peut-être aussi ça, c'est venu naturellement. Une fois la décision prise et acceptée par toutes et tous, Marité a organisé l'arrivée de son père chez elle. Pour lui, elle a transformé une pièce de son appartement en chambre qu'elle a aménagée avec un lit médicalisé. Et pour accompagner son père dans les actes essentiels de la vie quotidienne, elle fait également appel à des auxiliaires de vie. Donc on a pour la toilette le matin le SIAD du 13e qui viennent 2 fois par jour. Moi, j'ai auxiliaires de vie qui viennent pour le coucher le soir, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que quand même le soir, des fois, je suis fatiguée. Le coucher est très particulier pour mon père parce qu'il dort assis. Il y a un empilage, de coussins à faire, vous voyez? Un petit peu comme si on montait un petit muret, pour qu'il soit confortable. Est-ce qu'il a été nécessaire de faire des aménagements dans votre appartement pour accueillir votre père? Alors, oui, puisque moi donc comme il est venu chez moi, on lui a dédié une pièce, donc avec, lit médicalisé, petite tablette, vous savez sur roulette, où il laisse ses affaires et où il met ses médicaments, pour le soir et pour le lendemain, sa bouteille d'eau, son téléphone, s'il veut regarder aussi pour l'alarme et aussi si des fois il veut regarder, des petits films sur son téléphone et puis, là on n'a pas encore entamé, mais je pense qu'il faudra peut-être à un moment donné, je peux pas tout faire d'un coup, voir une chaise, un peu plus confortable, que celle qu'il a là actuellement, peut-être pour mettre dans la salle à manger, voilà. Accueillir chez soi un proche en perte d'autonomie n'est bien sûr pas sans conséquence sur sa vie personnelle et professionnelle. Mais malgré les difficultés et la fatigue, Marité me confie au fil de notre échange que cette situation lui procure également beaucoup de bonheur. Quel impact a eu cette décision sur votre quotidien? Bah, il est prioritaire parce que tout est fait pour lui, quoi, le matin, la toilette vers 8:00, 8:15, voilà, donc le dimanche, même si on veut se reposer, bah, il y a la toilette, donc c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup de passages. On est plus tranquille chez nous, quoi. C'est ça, c'est plus du tout pareil. En vérité, je crois que tout tourne autour de lui, quoi. Et quels sont les bénéfices de cette décision pour vous et votre père? Bah, on a ses parents plus longtemps, pouvoir, être à côté encore et profiter de moments, parce que quand même, on a quand même des moments quand on va au parc, on peut un petit peu parler, on médite. On médite au parc sous un arbre. Vous voyez, il y a pas que des moments, voilà. Mon père, dessine ou peint, donc on arrive quand même alors pas tout le temps et pas toujours par période, mais bon, on parle de peinture, ça peut arriver aussi quoi et on dessine et puis, vous savez, quand on s'occupe de ses parents, je pense pas qu'on rallonge la vie ou mais quand on s'occupe d'eux, ils sont mieux. Parce que quand même, il marche comme il n'a jamais marché avant, avec la difficulté qu'il a.
il marche. Le neurologue trouve qu'il a une maladie qui avance lentement. Donc, est-ce que c'est parce que je le fais marcher? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression, alors, c'est qu'une impression, peut-être que je me fais des idées aussi, hein. C'est possible, hein. Mais le fait de le faire marcher, etc., ça active des choses positives, je pense. Et du coup, je me dis que ça fait du bien. Ça fait du bien d'un côté et de l'autre. Le fait d'être à la maison, il y a une activité, on se bouge quand même toujours un peu. Puis moi, je secoue un peu. Je suis peut-être des fois un petit peu dure, mais je me dis qu'après, ça le booste un peu et il se remonte, vous voyez. On tire un petit peu, vous voyez. On tire un peu, on fait aller de l'avant. Et puis, ça fait du bien aussi pour soi d'aider les autres aussi. Moi, je suis heureuse. Moi, quand je vois qu'il va bien, vous pouvez pas savoir, ça me soulage, ça m'allège, ça me permet d'avoir des journées plus légères. Il y a du bonheur, hein, quand, vous savez, il y a beaucoup de bonheur de les avoir. Oui, ça apporte du bonheur. Voilà. Et une joie intérieure. Est-ce que vous arrivez quand même à trouver des moments de respiration? Des moments pour vous? Oui, quand même. Oui, parce que j'essaie de faire le sport là 1 fois par mois. Et puis, je prends des auxiliaires de vie. Alors, bon, 2 vendredis par mois pour un peu l'après-midi et 2 samedis par mois. Et c'est vrai que ce que je rêve de faire, c'est d'aller au jardin des plantes avec un petit livre pour lire. Et ça, j'ai pas encore réussi. Je fais la méditation tous les mercredis soirs avec un groupe. Je le garde tous les mercredis, il faut que je le fasse. Et quoi qu'il arrive, je dois le faire parce que c'est mon temps à moi aussi. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir pour vous et votre père, Marité? Est-ce que votre souhait est qu'il reste chez vous le plus longtemps possible? Oui, bien sûr. Ah oui, 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 le plus longtemps possible. Faut pas que je craque avant et ce que moi j'espère, c'est que je sais pas comment sont les fins de vie des gens qui ont Parkinson. Je veux pas le savoir parce que de toute façon, en plus, chacun a est-ce qu'un jour il ne marchera plus du tout? Je n'en sais rien. Alors là, je vais vous dire l'instant présent, depuis le Covid. Alors déjà avant, c'était comme ça avec cette maladie. Alors Covid, maladie, machin, c'est vraiment aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Et du coup, mais dans l'idée du demain, c'est, oui, qu'il reste avec moi. Alors, la deuxième chose, c'est, si jamais on peut un peu revoyager et cetera, évidemment, il faudra quand même que je puisse prendre, un petit peu de vacances et je vais vous dire quelque chose, ça, heureusement qu'on n'en est pas encore là parce que je sais pas comment je vais avoir des difficultés à me dire: «Tiens, je pars 10 jours avec mon mari ou je pars 10 jours parce qu'on a besoin de se reposer et cetera». Je sais que j'ai un dossier EHPAD à faire. Vous savez, via Trajectoire, peut-être pour, avoir un lieu où le laisser, pendant 10 jours. Mais je vais vous dire quelque chose, rien que d'y penser, ça me fait, vous voyez, comment dirais-je? Mettre les gros freins. Non, 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 non. Je sais qu'il va falloir le faire parce que il faut le faire aussi parce que ce via Trajectoire pour une, place en EHPAD parce que je sais pas moi, un jour, je sais pas, je peux me tordre une cheville, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Il peut m'arriver quelque chose. Il faut au moins que j'ai pu choisir un endroit où il sera. Que moi je l'ai choisi, que ça n'arrive pas, ma sœur a dû le faire de force pour ma mère. Moi, je sais, j'ai le numéro de dossier, j'ai toutes les difficultés du monde à aller au bout. Je compte sur ma sœur. Je sais pas si elle pourra le faire, la pauvre, mais c'est elle qui choisira, mais parce que si je pars et que mon père est chez ma sœur, je sais que je serai beaucoup plus tranquille. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors, son bout à lui ou mon bout à moi, vous voyez, au bout de mes forces à moi ou au bout de sa vie à lui, voilà, je sais pas, mais c'est d'aller au bout de quelque chose de toute façon, jusqu'au bout. À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale.